Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc moi, je travaille au CREDOC, qui est un organisme, qui est une association à 1901 et qui fait des enquêtes sur les Français, beaucoup, sur différents thèmes, au travers notamment d'une enquête qui existe depuis 40 ans, qui s'appelle l'enquête conditions de vie et aspiration, et qui est une enquête multithématique, c'est-à-dire qu'on parle du rapport à la culture, au patrimoine, mais aussi du rapport à la famille, à l'environnement, aux nouvelles technologies, etc. Et du coup, ça permet aussi de croiser un petit peu les briques que parfois on découpe, puisque les individus ne sont pas seulement soit des visiteurs du patrimoine, soit des technophiles ou non technophiles, etc. Je vais faire un exercice avec lequel je ne suis pas habituée, donc je vous demanderai un peu d'indulgence, auquel je suis habituée, qui est de présenter les résultats sans support. Je vais essayer de vous le rendre vivant, même s'il y a beaucoup de chiffres en fait, du coup, dans nos travaux. Donc, déjà, pour expliquer la démarche, il y avait déjà sur le marché, si je puis dire, des études, une grande étude de référence qui s'appelle l'étude des pratiques culturelles, et où on demande aux gens, est-ce qu'ils ont visité un musée au cours des 12 derniers mois, et cette question elle est posée parmi beaucoup d'autres pratiques culturelles. Est-ce que vous êtes allé au cinéma? Est-ce que vous lisez des livres, etc. Et puis on s'est dit qu'on allait prendre la question un petit peu d'une autre manière, parce qu'en fait quand on vous pose une question, qu'un enquêteur vient vous voir et qu'il vous pose une question, vous allez avoir une réponse rapide, mais c'est pas toujours très simple de se rappeler de tout ce qu'on a fait au cours des 12 derniers mois. Et donc pour arriver à voir un peu plus finement les réponses, on a proposer toute une liste. Alors l'idée aussi, c'est que quand on parle de musée, ça peut être à peu près clair pour la plupart de la population. Quand on parle de patrimoine, là déjà, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot de patrimoine? Est-ce que les gens pensent vraiment que quand ils ont visité une église, c'était un lieu de patrimoine? Possiblement, mais est-ce que quand on parle de lieu de bataille, est-ce qu'ils imaginent que c'est le patrimoine? Donc on s'est dit aussi qu'en posant juste une question de est-ce que vous avez visité un lieu de patrimoine au cours des 12 derniers mois, on allait rater un peu une partie du phénomène. Et donc on a posé depuis 2011 un certain nombre de questions avec évidemment toujours une limite par nos enquêtes, c'est-à-dire qu'on essaie d'être un petit peu plus précis, mais probablement que vous me direz que ça n'est pas suffisamment. Et on a passé en revue, est-ce que vous avez été visiter un château au cours des 12 derniers mois, une église, un lieu religieux, un musée, et d'un musée de quoi? De beaux-arts, de photographie, etc. À partir de ce mode d'enquête, on obtient un taux de personnes qui ont au moins eu un rapport avec un lieu de patrimoine, donc qui ont visité un lieu de patrimoine, qui est de 6 personnes sur 10, donc qui est quand même assez important, parce que c'est vrai que souvent on a l'image du patrimoine comme un lieu réservé à une élite, où ne viennent que des publics d'initiés. C'est vrai si on se concentre sur certains types de musées qui vont, par exemple les musées des beaux-arts, qui vont attirer un public souvent plus éduqués, plus diplômés, etc. Mais si on élargit, on intègre le patrimoine de manière générale et qu'on intègre par exemple ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les châteaux et les lieux religieux, là on est sur un public qui est beaucoup plus large et donc on arrive à 60% de la population. Pour donner un ordre de grandeur, on a aussi à peu près 60% de la population qui part en vacances chaque année. Donc évidemment, on n'est pas dans des pratiques qui sont aussi régulières que d'autres pratiques culturelles, comme aller au cinéma ou aller sur Internet pour aller regarder tel ou tel film, etc. Mais on est quand même dans des pratiques qui sont répandues dans la population. Et notamment la visite du patrimoine, ce qu'on montre dans notre enquête depuis 8 ans, c'est que c'est finalement une porte d'entrée pour des publics qui ne vont pas forcément au musée, mais qui vont de cette manière-là rentrer en fait dans des visites culturelles, notamment aussi parce que souvent en fait ces lieux sont à la fois, par exemple on va visiter un château et dans le château il y a aussi souvent un musée, donc on peut quand même supposer qu'il y a une forme de parcours du visiteur, comme disait Jacqueline Dendelman, qui fait qu'on va rentrer par la visite du château et qu'ensuite petit à petit on va pouvoir se rapprocher de l'univers culturel. Donc ça c'est peut-être le premier chiffre à avoir en tête, 6 personnes sur 10. Et pour situer un petit peu en Europe, on est plutôt à la médiane. Donc, comme toujours, dans tous les classements, dans tous les domaines, on a toujours les pays du Nord qui sont à plus de 80% de personnes qui vont visiter des lieux de patrimoine, mais pour vous rassurer, ils sont à 80% sur tout, en fait, sur toutes les pratiques. Donc bon, voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont plus heureux en général.
En tout cas, on n'est donc pas parmi les pays où il y a le moins de visiteurs, mais pas non plus parmi ceux qui sont en tête. En revanche, quand on interroge les Français sur qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre temps libre, ça c'est des enquêtes sur les valeurs qui sont réalisées au niveau européen, ce qui ressort beaucoup, plus en France qu'ailleurs, c'est l'envie d'en profiter aussi pour apprendre et découvrir des éléments culturels. Donc il y a probablement quand même une exception française qui reste là, en tout cas dans les normes sociales, c'est-à-dire qu'on a au moins envie de dire qu'on utilise son temps libre pour aller avoir un rapport avec la culture, même si derrière c'est pas forcément réel, pas forcément vrai, mais c'est une réponse qui arrive de manière beaucoup plus présente en France que d'autres réponses comme se reposer, rencontrer des amis, etc. Autre élément qu'on voit dans notre enquête, c'est une progression de la visite des lieux de patrimoine et notamment des deux types dont je vous parlais depuis tout à l'heure, les châteaux et les lieux religieux. Donc on a une progression vraiment régulière. Pour donner des chiffres exacts, on doit être à... Évidemment, je ne vais pas couper la feuille, mais on a dû prendre 5 ou 6 points de fréquentation en l'espace de 8 ans, donc c'est pas négligeable. Et surtout, on constate, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, qu'on a une forme de rajeunissement du public, puisqu'on a une progression des visites chez les jeunes. Donc là aussi, ça peut paraître un peu étonnant par rapport à parfois des représentations qu'on a sur les jeunes qui sont ultra connectés et pour qui les musées seraient des espèces de lieux préhistoriques. Mais il y a eu aussi toute une politique qui a été mise en place ces dernières années avec de l'événementiel, avec des festivals, etc. et qui aussi draine du coup un public qui se renouvelle. Donc par rapport à l'avenir l'avenir des musées et des lieux de patrimoine, il y a un peu d'espoir en tout cas. Et puis, autre élément peut-être à mettre en avant sur lequel on a travaillé cette année, c'est le rapport entre tourisme et visite de lieux patrimoniaux. Les rapports sont multiples. Déjà, le tourisme, en fait, au départ, c'est historiquement la visite de lieux culturels pour enrichir sa culture. C'est le tour anglais des jeunes anglais. Il manque d'anglais de l'élite en fait. Aujourd'hui, le tourisme c'est beaucoup associé à l'idée de tourisme de masse, avec l'espèce de paradoxe qui est que tout le monde a envie d'être touriste, mais personne n'a envie d'aller dans les endroits où sont d'autres touristes, donc qui est toujours un petit peu cette espèce de paradoxe. Et pourtant, en parallèle aussi, tout le monde qui fait les mêmes selfies sur les mêmes endroits, avec les mêmes poses. Donc voilà, ce jeu entre le touriste qui va être avoir un comportement particulier, et puis en même temps cocher les cases du touriste idéal qui a fait tous les lieux qu'il faut faire dans le monde sur sa carte qu'il peut accrocher chez lui. Donc le tourisme, c'est aussi une pratique de masse aujourd'hui, depuis longtemps, depuis 40 ans. On mesure par exemple le taux de départ en vacances des Français, et depuis 40 ans, on a à peu près 6 personnes sur 10 qui partent en vacances. Comme pour les pratiques culturelles, on a des écarts importants entre les hauts revenus, les bas revenus, les diplômés, les non-diplômés, suivant les catégories professionnelles, etc. Donc on pourrait se dire, finalement... comme ceux qui vont le plus dans les musées, dans les lieux de patrimoine, c'est plus des catégories qui sont aisées, et que celles qui partent sont plus aussi des catégories aisées, finalement, peut-être qu'on va avoir un double effet d'entonnoir, et que les vacances ne vont servir qu'à faire rentrer dans les lieux de patrimoine des gens qui y vont déjà et qui vont ajouter des visites supplémentaires à celles qu'ils faisaient en temps normal. Ce qu'on voit dans notre enquête, c'est qu'il y a cette fonction-là, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on part en vacances et qu'on est un public diplômé, on va aller visiter un lieu, donc ça va élargir le nombre de types de visites, mais ça a aussi une fonction chez des publics populaires qui ne vont pas au musée. Et on voit, il y a un différentiel très clair entre les catégories ouvrières, employées qui ne vont pas au musée dans les lieux de patrimoine, qui partent en vacances, et celles qui ne partent pas en vacances. Il y a vraiment un écart très net. Donc le départ en vacances est aussi un moment qui permet de faire un pas de côté par rapport à son quotidien,
où le temps finalement est à occuper différemment. Donc d'une certaine manière, on va peut-être se permettre aussi, même mentalement, d'autres pratiques que celles qu'on avait au quotidien, et qui a donc un effet sur l'entrée dans les pratiques culturelles assez important. Alors c'est un effet pour ces catégories populaires, c'est un effet pour les catégories plus aisées qui, elles, vont multiplier les lieux de visite. Ça a aussi un effet inverse, et dont Emmanuel parlait très rapidement, qui est que on n'est pas les seuls à partir en vacances, et que beaucoup d'autres gens, beaucoup de touristes internationaux viennent en France, que les musées et les lieux de patrimoine sont de plus en plus visités par ces touristes internationaux. Et ce qu'on constate dans notre enquête, c'est qu'il y a une légère diminution d'un certain nombre de lieux de visite cette année par rapport à il y a 2 ans. Une des hypothèses qu'on pose, c'est peut-être un effet du surtourisme qui viendrait, pour certains publics, un peu limiter l'envie des publics français, on va dire, de rentrer dans ces lieux, parce qu'il va y avoir des queues énormes et des moments d'attente importants, etc. L'autre effet qui pourrait expliquer cette légère diminution, notamment sur la fréquentation des musées, c'est qu'il y a quand même aussi eu des politiques tarifaires avec une augmentation des prix sur un certain nombre de lieux, donc ça peut avoir un effet. Et dernier élément, on est plutôt dans une période de reprise économique au niveau national, avec une flexibilisation du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'à la fois, on a moins de chômage, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont dans des rapports au travail beaucoup moins sécurisants. Donc, pour le faire vite, des indépendants, des personnes qui sont en contrat court. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 70% des contrats à l'embauche qui sont des contrats des CDD, et 30% de ces CDD sont des CDD d'une journée. Donc, on est quand même sur de l'entrée sur le marché du travail qui est quand même vraiment très, très précaire. Et donc, par rapport à tous ces publics qui sont sur cette zone grise entre le salariat et l'indépendance, qui vont avoir des contrats multiples, etc., c'est aussi évidemment assez compliqué de prévoir des vacances, d'avoir un budget, d'avoir une visibilité, de pouvoir organiser. Donc, finalement, cette flexibilisation du marché du travail, elle a peut-être aussi d'une certaine manière des répercussions. Et pour terminer peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai, par rapport aux moyens de faire venir les gens dans les musées et les lieux de patrimoine, on constate que finalement parmi les moyens qui sont qu'on a testés dans notre enquête, il y a certaines surprises. Par exemple, on a parlé du hors les murs, le fait de mettre des expositions dans les gares, dans les lieux extérieurs, donc on peut se dire finalement d'une certaine manière tous les passants vont être d'une certaine manière en relation avec la culture, presque malgré eux. Et en fait, on se rend compte que c'est un type d'offre culturelle qui va toucher finalement des publics qui vont déjà au musée. Donc, ce n'est pas forcément ce type d'offre qui va permettre d'élargir le public culturel. Par contre, là où il y a le plus d'appétence, en tout cas dans les discours, après on est toujours sur du déclaratif dans nos enquêtes, ce sont la possibilité d'avoir des spectacles vivants en fait dans les lieux de patrimoine, parce qu'il y a une pratique et un rapport au spectacle qui est déjà présente dans la population, que beaucoup de gens sont familiers avec l'idée d'aller voir un spectacle, et que donc d'une certaine manière, c'est une pratique qu'on peut faire aussi en famille, qui permet aussi de profiter de son temps libre. Aujourd'hui, il y a un souhait de vie intense où on va optimiser chacune des minutes qu'on a, soit avec notre smartphone, soit en ayant tout un tas de pratiques multiples et variées. Donc il y a de toutes les manières une appétence pour les loisirs qui ne cesse de progresser dans la société française, même si on est en retard sur nos voisins nordiques. Et donc, d'une certaine manière, le spectacle, c'est aussi un moyen de faire venir de nouveaux publics dans les lieux de patrimoine. Merci Sandra. Juste pour faire le lien, donc l'enquête du Crédoc, vous pouvez la trouver sur le site du ministère de la Culture, elle est en ligne et sur le site du Crédoc évidemment. Donc elle est publiée, donc tous les chiffres dont Sandra a parlé, vous pouvez tous les trouver sur ces liens-là. Et puis c'est vrai, pour faire écho, il y avait ce paradoxe cette année très intéressant entre une fréquentation constatée très importante, un gros chiffre de fréquentation, mais une déclaration des Français qui disait qu'ils avaient un tout petit peu moins visité, notamment les musées cette année. Et ça nous a beaucoup interrogés, et ça a montré aussi que la fréquentation, elle est faite des touristes étrangers, puisque l'enquête du Crédoc porte sur 2000 Français représentatifs de la population française.
Voilà. Donc je vais passer la parole à Jasmina pour une présentation sur cette composition sociologique des publics des patrimoines et sur ce petit rappel sur cette idée de classe populaire dans la sociologie des publics. Merci Emmanuel. Alors je lance le PowerPoint. Donc vous verrez, il y a peut-être des éléments qui vont faire écho en fait à ce que Sandra a pu évoquer. Alors, comment on lance déjà ce diaporama et puis à partir du début, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Ça n'a pas changé depuis les 100 fois où on le fait systématiquement. D'accord. Très bien. Donc bonjour à tous. Avant de démarrer, en fait, finalement, quand on nous a proposé de réaliser cette table ronde, je me suis dit, en discutant notamment avec mes collègues, que ce serait intéressant, avant de voir en fait ce qu'on a identifié dans nos enquêtes comme relevant finalement des pratiques de fréquentation des différentes classes sociales, et donc parmi elles les classes populaires, en fait on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur quelques éléments de définition des concepts qui guident nos façons de catégoriser nos résultats d'enquête. Donc je suis désolée si ça fait un peu, enfin si vous sortez juste de cours de sociaux, alors je ne sais pas dans quelle mesure ici les personnes sont formées, donc je ne voudrais pas être, surtout dans cet après-midi, trop dans le jargon sociologique, mais je me disais que c'était important parce que ce sont des concepts qui nous aident finalement à réfléchir sur des nouvelles manières d'affiner et d'identifier des populations qui partagent des caractéristiques communes. Alors, on le sait, la catégorie des classes populaires, finalement, ça reste extrêmement difficile à caractériser. C'est un sujet qui divise les sociologues depuis très longtemps. Et je le dis parce que j'ai eu la chance d'assister à un séminaire d'Olivier Schwartz, qui est un grand sociologue des classes populaires, qui était encore maintenant dans cette difficulté, finalement, à caractériser de façon précise ce qui relève des classes populaires. Donc généralement, quand le fait de parler des catégories des classes populaires, ça renvoie à l'existence d'une société donc stratifiée, dans laquelle l'accès à la culture est souvent synonyme d'égalité. Donc je voudrais évoquer quand même le grand sociologue Pierre Bourdieu, pour qui en fait le champ de la culture va incarner l'endroit où les inégalités sont les plus visibles et les plus fortes. Et finalement, donc, il a longuement travaillé sur la façon dont les habitudes culturelles permettaient de mieux comprendre le rapport de domination entre les classes populaires et les classes supérieures. Alors son idée, ça a été de montrer que c'est l'habitus, qui est en fait la somme des capitaux dont on dispose, donc à savoir les capitaux économiques, donc on va parler du patrimoine dont on dispose, les revenus, les héritages, les capitaux sociaux, c'est-à-dire nos relations, les liens d'appartenance à des réseaux spécifiques, et les capitaux culturels qui vont être constitués par l'éducation, donc les diplômes, mais aussi l'apprentissage des bonnes manières. Et finalement, c'est cet habitus qui va conditionner nos façons de penser, nos façons d'agir, nos croyances ou encore nos goûts. Et donc, plus on va avoir un capital culturel hérité, donc finalement, plus on vient d'une famille richement dotée en capital culturel, plus il va être facile de réussir dans la vie, parce qu'on va accéder aux meilleures écoles, notamment. Et donc, c'est au sein des classes supérieures, bien sûr, qu'on va trouver le plus de dispositions à l'égard de la culture dite la culture légitime. Alors, je tiens à préciser, puisqu'on en a discuté hier, donc il ne s'agit pas de culture légitime, non pas parce qu'elle l'est, mais parce que tout le monde, classe populaire y compris, vont la considérer comme telle. Alors, avoir de la culture, être cultivé, finalement, ça revêt encore maintenant une grande force symbolique. Et chacun dira, de toute façon, qu'il y a plus de légitimité, enfin, encore maintenant, chacun va dire qu'il y a plus de légitimité, finalement, à visiter une exposition de sculpture qu'à regarder une émission de télé-réalité à la télévision. Et chacun va préférer aussi pour ses enfants qu'ils se passionnent pour le théâtre plutôt que pour les vidéos de Squeezie sur YouTube. Donc c'est la raison pour laquelle on continue, même si ça change, bien évidemment, à observer les catégories des classes populaires et à essayer finalement de les classer, mais à partir de ce qu'elles font pas, c'est-à-dire par rapport aux classes dominantes. Donc finalement, ce sont tout ce qu'elles ne vont pas. Je m'embrouille sur l'explication, mais je voulais dire par là que les classes dominantes seraient le modèle finalement auquel chacun devrait aspirer
essayer d'aspirer. Voilà. Alors, donc ça induit quoi? C'est que l'idée dans la culture, donc au sens large de la culture dans une société, il va exister des sous-cultures plus ou moins légitimes et que ces sous-cultures ne sont pas équivalentes puisqu'elles sont composées des capitaux dont nous sommes inégalement dotés. Alors, ce que Bourdieu va observer, c'est l'absence des classes populaires dans les grandes institutions de pouvoir qui sont notamment incarnées par les musées. Et c'est la raison donc finalement pour laquelle le champ de la culture, c'est vraiment pour lui une loupe pour observer les inégalités sociales. Alors il faut quand même, si j'ai fait ce détour, c'est vraiment pour réaliser que ce sont ces concepts qui sont à l'origine des grandes enquêtes qui ont été réalisées au ministère et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui au DPP. C'est-à-dire que Pierre Bourdieu, qui est quand même à l'origine notamment de la première enquête en 1963 sur la fréquentation des musées d'art, qui avait été financée par le DEPS, donc, qui dépend directement du ministère de la Culture, et qui avait donc donné lieu à l'ouvrage L'amour de l'art. Donc, qui était donc consacré largement à la culture légitime, telle qu'on l'entendait donc dans les années 60, le musée, le jazz, l'opéra, etc. Alors, depuis lors, des nombreux travaux vont complexifier ce regard qui est posé sur les pratiques culturelles des différentes classes sociales, et notamment aussi des classes populaires. On a donc Bernard Lahire qui va évoquer les socialisations plurielles des individus, qui vont les conduire à avoir des habitudes culturelles communes finalement à plusieurs classes sociales. On peut être à la fois fan d'opéra et fan de pétanque en même temps. Et finalement, loin d'être uniformisées, les pratiques des individus sont davantage éclectiques et elles rendent nécessaire, donc toujours de façon encore plus précise, l'étude des facteurs qui vont faire varier les comportements à l'égard de la culture. Et donc, sans réellement remettre en cause le fait qu'il peut exister des déterminants sociaux donc pour expliquer le rapport à la culture, Bernard Lahire et d'autres, bien sûr, vont montrer que la réalité elle est bien plus complexe et que ça n'est pas seulement finalement déterminé par les structures sociales, dont même si ce rôle reste quand même important. Et donc ce détour par ces concepts, ça nous sert finalement à poser les bases de la réflexion sur l'accès en fait des classes populaires à la culture, qui reste pour nous une préoccupation centrale donc au sein du DPP. Alors, je le dis parce que 60 ans après sa création, nous avons eu le plaisir d'entendre notre ministre donc faire un discours en début d'année, et qui évoquait que le ministère de la Culture a toujours en point de mire la volonté déclarée de renforcer les politiques de démocratisation pour la fréquentation des lieux de patrimoine. Donc, le discours d'André Malraux, donc il faut que nous puissions rassembler le plus grand nombre d'œuvres pour le plus grand nombre d'hommes, se modifie finalement à peine avec les années. C'est-à-dire que les politiques culturelles, elles ont toujours pour objectif de réduire les inégalités d'accès à la haute culture, c'est-à-dire à la culture savante. Il s'agit toujours finalement par des dispositifs mis en place de lever les obstacles à la fréquentation des œuvres du patrimoine. Et donc Virginie va vous parler notamment de quelques-uns de ces dispositifs. Mais on remarque également qu'il y a la démocratisation de la culture, qu'en plus de la démocratisation de la culture, disons, qui a pour objectif de diminuer les inégalités sociales en offrant l'accès à des connaissances donc dites légitimes, il y a aussi en parallèle, et maintenant de plus en plus, des actions dans les lieux de patrimoine pour la démocratie culturelle, donc pour faire entrer de nouvelles formes de culture dans ces institutions. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ce soit de l'événementiel, de l'escape game, etc. Donc on a beaucoup d'actions qui vont dans ce sens pour faire rentrer en fait d'autres formes de culture dans ces institutions, pour défendre l'idée que aussi la culture n'est pas nécessairement à hiérarchiser. Alors, pour mettre en place donc quand même toutes ces politiques, il nous faut, nous, au sein du DPP, pouvoir identifier les pratiques des individus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme enquête pour mettre en place, identifier ces individus, ces groupes sociaux? Au niveau de l'État, donc on a, Sandra en parlait, donc une grande enquête qui est menée tous les 10 ans. On en est à la 3e édition de Pratiques culturelles des Français. Et donc, il s'agit dans cette enquête de combiner 3 approches, c'est-à-dire loisirs, temps libre, culture de masse et culture savante. Et donc, l'enquête, elle va traiter de tous les types de loisirs pour ne pas léser, finalement, la majorité qui ne consomment pas des produits dits légitimes. Donc, on va parler des pratiques de télévision, de jardinage, de bricolage, de couture, etc. Et alors, comme vous l'évoquez aussi tout à l'heure, on est sur des déclarations de pratiques et non pas sur des pratiques effectives. Et finalement, on a cette possibilité
de sous-estimation ou de surestimation par les enquêtés vis-à-vis des pratiques qu'ils peuvent avoir, qui sont plus ou moins légitimes à leurs yeux. Néanmoins, finalement, cette enquête, c'est quand même un baromètre des comportements des Français dans le domaine de la culture. Alors, au sein du DPP, nous faisons également des enquêtes, tant à l'échelle nationale que d'autres enquêtes plus centrées sur des objets particuliers. Et donc, en tant que producteur des données, eh bien, nous, en tant que chargés d'études, on est amené à réfléchir sur les manières dont on va produire des catégories qui vont nous permettre de mieux situer les publics parce que c'est cette manière dont on produira des résultats qui va éventuellement servir à guider des nouvelles politiques culturelles. Et donc, quelles variables utiliser pour comprendre en fait ces variations, ces évolutions. Donc finalement, pour affiner la connaissance de ces publics et apprécier la complexité de leurs pratiques culturelles, eh bien, on a engagé plusieurs enquêtes qui vont intégrer justement des variables sociologiques et les déterminants socioculturels qui vont être à l'œuvre dans les habitudes de fréquentation des visiteurs, identifiés comme appartenant aux classes populaires. Et pour essayer de comprendre les variations, eh bien, on a longtemps utilisé finalement juste uniquement la nomenclature des catégories socio-professionnelles. Ça tenait au fait que ça permettait de synthétiser finalement un grand nombre d'attributs sociaux, et c'était la variable clé pour comprendre les variations des comportements et des pratiques. Ça tenait également au fait que, il y a 30 ans, notamment je vois sur pratiques culturelles, quand on évoquait les catégories sociales, finalement, elles étaient beaucoup plus homogènes qu'elles le sont maintenant. Et désormais, on essaye d'utiliser des indicateurs qui vont aller au-delà de la stricte appartenance à une profession pour caractériser un certain rapport à la culture et à la fréquentation des lieux culturels. On va essayer de croiser, par exemple, la profession avec le diplôme. Par exemple, on a des boulangers qui peuvent avoir un bac+5 et qui se sont reconvertis dans l'activité de la boulangerie. Il y en a de plus en plus, en fait, de surdiplômés qui retournent vers des métiers plus manuels. On va également regarder l'année d'obtention du diplôme, parce qu'avoir un bac en 1950, c'est pas la même valeur, entre guillemets, qu'un bac obtenu en 2018. Donc, au-delà de cette question de profession, on va aussi examiner, et donc Sandra en parlait, mais je trouve que c'est hyper important, en fait, d'avoir ça à l'esprit, c'est vraiment cette persistance, d'examiner avec acuité la situation dans l'emploi pour pouvoir finalement catégoriser les populations. Donc, on voit la persistance d'un nombre massif de chômeurs de longue durée, on voit l'allongement pour les plus jeunes de la période d'insertion sur le marché du travail, le développement des formats typiques d'emploi qui vont faire qu'on va cumuler de plus en plus des statuts entre, vous le disiez, donc CDD, mais être auto-entrepreneur, en même temps être chômeur, en même temps avoir un CDD de vacataire, etc. Et donc, toutes ces formes-là sont finalement aussi des indices qui permettent de mieux repérer les populations en situation de fragilité. Et finalement, ça va nous donner aussi des indicateurs qui permettent de peut-être comprendre finalement le rapport de ces personnes à la fréquentation des lieux de patrimoine. Alors j'en viens à l'enquête à l'écoute des visiteurs, qui est une des enquêtes qui est utilisée par le ministère pour comprendre de quelle manière sont fréquentés les lieux de patrimoine et en quoi finalement cette enquête peut nous renseigner sur les inégalités d'accès, donc certes à la culture, mais aussi sur les inégalités sociales qui existent au sein de notre société. Donc cette enquête, je vais même vous donner quelques exemplaires du questionnaire que vous pouvez regarder. Je voudrais juste préciser que je parle vraiment sous le contrôle de ma collègue Joséphine Deselus, qui a conduit cette enquête, en fait, en 2018, et donc les résultats que je présente, finalement, ce sont celles qu'elle a réussi à analyser, donc je m'excuse de prendre même la parole à sa place sur cette question. Donc du coup, le programme à l'enquête des visiteurs, eh bien, c'est donc une enquête qui a été initiée par Jacqueline Edelman, qui a une vocation plurielle. Alors, cette vocation plurielle, elle est là. Donc, développer finalement une connaissance générale des publics, des lieux qui sont étudiés. Surtout, d'ailleurs, à l'intention des établissements qui n'ont pas d'observatoire au sein de leur établissement. Donc, c'est une manière de leur fournir finalement un outil, un regard en fait sur la manière dont les publics fréquentent
leur lieu. C'est un outil qui permet à chaque établissement de se situer finalement par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Ça permet de suivre l'évolution des publics, des lieux patrimoniaux dans le temps. Ça permet de développer une connaissance globale des pratiques de visite. Et aussi, ça nourrit le dialogue de gestion entre des établissements patrimoniaux et leurs tutelles. Alors, cette enquête, elle existe depuis 2010. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à la 1, 2, 3, 4, 5, enfin au moins 9e édition. Et sachant que l'enquête 2019 vient juste de se terminer cette année. Et c'est un questionnaire qui est décliné en plusieurs versions, c'est-à-dire il y a un tronc commun, et puis des questions qui sont adaptées à chaque typologie de patrimoine. Donc, on dira il y a un questionnaire vraiment plus orienté fréquentation des monuments et un questionnaire orienté plus musée. Donc, en 2018, on a 65 participants donc, à cette édition. 65 participants, voilà, donc je ne vais pas vous faire la liste, mais donc 54 musées nationaux, 11 monuments nationaux. Le protocole, c'est 6 jours d'enquête dans chaque établissement, donc entre le 1er avril et la mi-juin, 3 jours pendant les vacances scolaires et 3 jours hors temps scolaire. Ce qui avait changé donc par rapport aux éditions précédentes, finalement, c'est que ces éditions maintenant se déroulent plus au printemps, alors qu'avant elles se déroulaient plus à l'automne. Donc là, vous avez un petit florilège de tous les musées qui ont été investigués en 2018. Je ne vais pas tous les citer. Et un questionnaire qui, en 2018, a été enrichi par rapport aux années précédentes. Déjà, il a été donc traduit en 6 langues. Il est essentiellement administré à des visiteurs de plus de 15 ans, et je précise que c'est hors groupe scolaire. Donc, voilà, donc l'enrichissement en fait portait donc sur les usages des offres culturelles, les pratiques photographiques, des questionnements précis sur la question de la mobilisation par la gratuité, puisque c'est une question qui nous intéresse et qui est assez centrale, et puis une exploration plus riche sur les motifs de visite, etc. Mais de toute façon, je vous laisse découvrir ce questionnaire, vous pouvez... il faut aller plus vite. D'accord, ben je vais vite alors. Donc, qu'est-ce qu'on découvre en fait? C'est donc un profil. De toute façon, je ne présente pas tous les résultats. Hein, donc, c'était juste. Je vous précise, c'était plus sur les variables finalement sociodémographiques. Donc, un public plus jeune, une majorité de femmes. Donc, ça, c'est vraiment sans surprise. Depuis des années, ça a tout le temps été cette configuration-là. Donc, une majorité de femmes. Et donc, quand je dis tout ça, c'est comparativement finalement à la population française. Hein. Donc, des niveaux de diplôme élevés, en particulier chez les visiteurs les plus familiers, et une part importante de visiteurs en cours d'études. Pour aller un peu plus dans le détail, on voit que la part des moins de 30 ans représente 38,5% des visiteurs rencontrés dans les musées. Donc, un quart des visiteurs de monuments. En 2016, les musées... alors, attendez, on n'avait que des musées nationaux sous la tutelle du ministère et finalement, il y avait beaucoup plus de représentation des musées de beaux-arts, d'histoire et d'architecture. Et dans l'édition 2018, ça intègre une plus grande diversité de patrimoine. On a des musées de sciences et techniques avec la Cité des sciences et de l'industrie. On a le musée de la monnaie, etc. Et donc, on peut faire l'hypothèse finalement que cette part des moins de 30 ans s'explique aussi sur cette plus large diversité des patrimoines. Sinon, donc, on trouve une proportion importante de jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les musées, donc on a 20%. Finalement, les établissements patrimoniaux, donc tous les lieux dans lesquels on mène cette enquête sont très attentifs à ce genre de résultats, puisqu'ils ont une attention particulière à ce public grâce aux actions d'incitation diverses, tous les événements spéciaux qu'ils peuvent organiser, toutes les politiques qui sont engagées, et aussi souvent le fait qu'il existe une politique tarifaire très avantageuse, puisque, vous savez, les moins de 26 ans bénéficient de la gratuité. Donc Virginie va vous en parler plus précisément. Concernant le niveau de diplôme et la situation professionnelle, le niveau de diplôme de la population qui réside en France augmente au fil des générations. Les publics rencontrés lors des enquêtes témoignent d'un niveau de certification important, donc vraiment très important, puisqu'à titre de comparaison, dans la population française, on trouve 9% diplômés d'un master. Ici, dans la fréquentation des musées, on est à 37,6%. C'est un résultat sur les enquêtes de public qui est déjà bien connu, selon lequel le niveau de diplôme est un facteur vraiment déterminant dans la fréquentation des lieux de patrimoine.
Et on voit que les diplômés qui à Bac+3 et supérieur donc, ont 3 fois plus de chances qu'une personne sans diplôme de faire partie des visiteurs occasionnels. Alors, quant à la situation professionnelle, eh bien là, on va trouver une majorité d'actifs, que ce soit de lieux visités, mais également un nombre important d'étudiants qui vont aller se rendre dans les musées. Et les élèves et les étudiants vont être surreprésentés dans les musées d'art moderne et musées de sciences et techniques, et également dans les musées parisiens. Alors, sur le rappel de la construction de la variable des PCS, qui est élaborée à partir d'un faisceau de résultats, finalement, c'est construit donc à partir de la profession en clair. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ce sont les personnes qui déclarent leur profession, qu'on croise avec le niveau de certification de diplôme, la situation professionnelle et l'année de naissance. C'est ça qui nous permet finalement d'essayer de catégoriser les publics. Et en 2018, il avait été ajouté une question afin que le visiteur se situe lui-même dans une liste prédéfinie de professions. Mais finalement, ça n'avait pas bien fonctionné puisque les visiteurs s'étaient souvent situés dans la catégorie des employés alors que tous les indices montraient qu'ils n'étaient pas dans cette catégorie. Il y a une ambiguïté finalement sur le mot employé qui fait que c'est trop compliqué finalement pour chaque individu de pouvoir se situer ou de voir cette distinction qui peut exister. Alors ça donne quand même des informations intéressante sur la présence d'artistes et d'enseignants, puisque 6% des visiteurs se sont situés dans la catégorie artistes donc pour les musées et 3% dans les monuments. Et donc on a 18% qui se sont situés dans une des 3 catégories d'enseignants qui étaient proposées parmi les visiteurs de musées. Voilà. Et idem dans les monuments. Donc on constate que les CPIS, donc les catégories professionnelles intellectuelles supérieures, sont très nombreux dans les musées et monuments. Donc à titre de comparaison, ils représentent 18% de la population française active, et ici c'est 47,3%. Et voilà. Et donc les monuments vont accueillir quant à eux un public un peu plus populaire, et les employés et ouvriers représentent un quart des visiteurs qui ont été rencontrés en 2018. Alors en 2019, finalement, pour aller un petit peu plus vite, je voulais simplement préciser qu'en 2019, on a essayé d'ajouter encore quelques questions qu'on a testées cette année et donc dont on pourra évoquer les résultats. Mais on essaye toujours et encore d'affiner en offrant davantage la possibilité de se situer socialement dans l'espace social. Donc l'idée qu'on se forme tout au long de la vie, qu'on peut avoir des formations, qu'on peut avoir un diplôme et s'être formé à toute autre chose, qu'on peut avoir 2 carrières au cours d'une vie et que quelle est l'identité qu'on met en avant? Parfois, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de trancher, et donc c'est important de pouvoir laisser des champs libres pour que les personnes puissent évoquer leur univers social, en fait. Et donc, on essaye aussi, surtout, comme je vous le disais, d'identifier cette question du statut dans l'emploi, avec cette idée que l'on puisse cocher. Vous voyez, quand on fait des petits carrés, c'est pas des points, c'est-à-dire des petits carrés, ça veut dire que c'est un choix multiple et que vous pouvez cocher être vacataire, vous pouvez être salarié en CDI et en même temps être auto-entrepreneur, etc. Et donc d'essayer d'affiner toujours plus avant en fait ces questions. Je vais peut-être m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et voilà. Merci Jasmine. Je vous attends, je passe la parole pour le Louvre Lens. Merci. Il faut fermer. Alors, on cherche une petite. Voilà. Oui. Diaporama. Hop. Peut-être comme la salle est occupée à 17h30, on Oui, ne oui. peut pas déborder. Bonjour, donc voilà, je suis Gauthier Verbeck, je m'occupe donc de la médiation au musée du Louvre-Lens. Je suis assez content d'être là parce que le musée du Louvre-Lens est un cas un peu particulier. Alors je vous ai préparé quelques images pour aussi agrémenter le propos. Déjà, je ne sais pas si l'ensemble de l'auditoire est déjà venu au musée du Louvre-Lens ou le connaît. Je vais juste resituer les choses très rapidement. Le musée du Louvre-Lens a ouvert
ouvert ses portes en fin 2012, en décembre 2012. C'est un musée qui est né de la volonté à la fois du musée du Louvre Paris, de l'État, de la région à l'époque Nord-Pas-de-Calais et des collectivités locales, mais qui est né aussi et qui s'est installé dans une ville, la ville de Lens, parce que la population l'a voulu, l'a souhaité. C'est-à-dire que quand le Louvre a annoncé qu'il allait installer une antenne dans la région, les Lensois se sont mobilisés et ont signé une pétition qui a recueilli 8000 signatures pour que ce musée vienne dans leur ville. Il faut savoir que Lens est une ville moyenne, hein, c'est une ville qui compte environ 35 000 habitants. C'est une ville dans laquelle il n'y avait pas de musée jusque-là. Et ce musée est installé sur un site très symbolique qui est devenu un parc aujourd'hui, hein, c'est un musée-parc, mais il est sur un site d'un terri, donc un ancien site minier, un ancien site industriel, dont l'activité s'est arrêtée dans les années 60. Sur lequel il y avait encore une petite activité économique mais très réduite et sur lequel aussi un très grand site de 20 hectares sur lequel une végétation spontanée s'était développée, ce qui permet aujourd'hui au Louvre de présenter ce double aspect d'un bâtiment, d'un musée très moderne, conçu par une agence japonaise qui s'appelle Sanaa, dans un parc. Et un musée réellement en contact, en communication avec la nature qui l'entoure, mais aussi en communication avec la ville qui l'entoure, avec les cités qui l'entourent. Parce que on est dans l'ancien bassin minier et la configuration urbaine des villes du bassin minier repose sur le fonctionnement en cité minière qui abritait les ouvriers qui travaillaient juste à côté, donc dans les fosses, sur le site. Donc notre site, l'ancien site de la fosse 9-9, le site du musée du Louvre-Lens aujourd'hui, est entouré de 3 cités minières qui, à l'époque, abritaient les ouvriers qui travaillaient là. Aujourd'hui, la majorité des habitants des quartiers qui nous entourent sont des enfants ou des descendants de mineurs qui travaillaient à la fosse, qui travaillaient donc sur ce site minier. Un des partis pris du musée du Louvre-Lens, donc qui est dépositaire dans sa galerie permanente, donc qui est la galerie du temps, des œuvres du Louvre, donc de plus de 200 œuvres majeures, importantes du Louvre, ça a été de choyer, de donner une place particulière au public, parce que ce projet-là ne pouvait pas fonctionner si on ne se posait pas la question du public dès l'origine. Je vous dirai un peu plus en quoi la place du public est tellement importante et en quoi elle est à nouveau affirmée dans notre nouveau projet scientifique et culturel. Bien sûr, on s'appelle Louvre aussi, et donc ça veut dire une programmation scientifique, une programmation d'exposition d'excellence. Ça veut dire que nous bénéficions aussi, grâce à l'appui du Louvre, de prêts d'œuvres qui sont de tout premier rang, qui sont de vrais chefs-d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un mouvement de démocratisation culturelle. Et puis c'est le musée, c'est un établissement qui ne peut fonctionner que grâce à la coopération du Louvre, de l'État, la coopération des collectivités qui s'impliquent, mais au-delà de ça, la coopération des partenaires, des gens qui travaillent avec nous au quotidien pour faire en sorte que ce musée voit se développer ses racines dans le territoire. J'insiste vraiment sur le fait que ce musée, qui est un grand musée, et en fin de compte presque disproportionné pour la ville de Lens. C'est un musée qui a accueilli depuis son ouverture plus de 3,5 millions de visiteurs. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 482 000 visiteurs, ce qui est pour un musée en région est important. Et pour nous, c'est une grande fierté parce que les caractéristiques, les typologies de public qu'on rencontre dans notre musée sont à peu près à l'inverse de celles qu'on va rencontrer dans les grands musées nationaux. C'est-à-dire qu'on a très peu de touristes. Les 2/3 des gens qui fréquentent notre musée sont des gens qui viennent de la région Hauts-de-France. Le taux de retour, les Lensois viennent très souvent, ils viennent et reviennent, c'est-à-dire qu'on a plus de Lensois dans les visiteurs que le nombre de Lensois qui habitent dans Lens, donc ça veut dire qu'ils reviennent plusieurs fois dans l'année. Voilà, donc tout ça, ce sont des signes très, très encourageants également pour nous dans notre travail. J'avance un peu plus rapidement pour vous parler des différents aspects
que nous souhaitons développer encore plus dans ce musée, à travers le nouveau projet scientifique et culturel qui vient d'être adopté par notre conseil d'administration et qui, en fin de compte, renforce toutes les intentions qui avaient été données dès l'ouverture de ce musée et qui sont encore plus renforcées, en particulier depuis l'arrivée de Marie Lavandier à la tête de ce musée. Donc, la pluridisciplinarité, le Louvre-Lens comme une cité culturelle, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un site grand, d'avoir un musée donc qui présente plusieurs espaces d'exposition, donc une galerie permanente, la Galerie du Temps, qui est entièrement gratuite depuis l'ouverture et qui le restera. C'est la volonté de la région Hauts-de-France de maintenir cette gratuité. Un deuxième espace d'exposition qui s'appelle le Pavillon de Verre et qui lui également est gratuit. Et une galerie d'exposition temporaire qui, elle, est payante au prix de 10 € avec des tarifs dégressifs, et voilà, comme dans tous les musées. Nous avons une scène, une salle de spectacle qui peut recevoir dans son mode le plus ouvert jusqu'à 800 spectateurs. Nous avons un espace coulisses, un espace de réserve qui est visible, qui est visitable également, dans lequel on organise aussi très régulièrement des restaurations depuis l'ouverture du musée, auxquelles le public peut participer et dans lesquelles il peut rencontrer les professionnels. Cette cité culturelle, elle se double justement du musée-parc, qui, pour nous, doit être un lieu de vie. C'est vrai que dans une des problématiques du territoire du bassin minier, c'est la problématique de la mobilité. C'est-à-dire que quand on habite dans une cité minière, on a tendance à y rester, on a tendance à ne pas en sortir et à ne même pas connaître la cité d'à côté. Il se trouve que nous, avec notre site, notre parc, nous sommes à la croisée de 3 cités. Un de nos enjeux, c'est de se faire rencontrer les gens par le biais de ce parc, pour que le musée devienne aussi un lieu de vie, un lieu d'appropriation. On mise beaucoup sur notre parc en organisant depuis quelques années des opérations parc en fête. Alors vous avez Paris-Plage ici, c'est un peu le Louvre-Lens plage, l'opération parc en fête, qui a connu un grand succès l'année dernière puisque nous avons proposé, bien au-delà de la pratique culturelle, au-delà des propositions de médiation, des animations de jeux. Alors vous pouvez voir sur la photo qu'on est en train de jouer au basket derrière. On propose de jouer au football, on propose des tas de choses. Enfin, c'est vraiment aussi donner l'occasion à une population qui, pour le coup, ne part pas beaucoup en vacances parce que les données socio-économiques sont beaucoup plus critiques que dans d'autres villes. La possibilité d'avoir un lieu de détente, un lieu de loisir. Donc, nous avons accueilli plus de 22 000 personnes dans la saison précédente qui ont participé à des activités dans le cadre de cette saison-là. Et puis, un accent fort sur l'éducation artistique et culturelle. Je vous disais qu'il n'y avait pas de musée auparavant à Lens. Donc, un axe très fort pour nous, c'est de miser sur la jeune génération, sur les enfants, sur les scolaires. Nous avons des conventions très importantes avec la ville de Lens, bientôt, je l'espère, avec la ville de Liévin, pour que les scolaires passent plusieurs fois dans l'année au sein de leur parcours éducatif et artistique par le musée. Donc, un axe très important parce que pour nous, les enfants sont aussi les ambassadeurs qui font venir leurs parents au musée, parents qui pour la plupart ne sont jamais venus au musée. Et puis j'ajouterais que nous n'avons pas peur d'aller chercher les visiteurs dès le plus jeune âge, puisque nous commençons à accueillir les visiteurs dans des formats de médiation dès 9 mois. Et c'est devenu un classique en quelque sorte de notre programmation. Le musée qui cultive la relation à chacun, c'est un deuxième axe très fort de notre projet scientifique culturel, c'est-à-dire que au-delà de la fréquentation, on préfère parler de relations. C'est-à-dire qu'on veut vraiment concevoir un rapport humain, un rapport humanisé, un rapport incarné au musée, pour le désacraliser, tout simplement. Une des phrases qu'on a entendues et que j'entends depuis les années où je travaille dans ce musée, c'est que les gens du bassin minier de Lens en particulier, quand le musée est arrivé, pensaient que le musée n'était pas fait pour eux, qu'ils n'étaient pas légitimes à venir au musée. Donc tout notre travail, c'est de montrer que le musée est fait pour eux, que le musée c'est une maison du peuple, que le musée il n'a rien de sacré, il est là pour eux et il peut aller au-delà d'un simple service culturel, qui peut devenir un service public. Donc ça commence par une hospitalité qui est très
surveillés par nous, c'est-à-dire que les visiteurs sont accueillis dès leur entrée et sont suivis dans leur visite, avec des formats de médiation gratuits dans les espaces, tous les jours, à différents moments de la journée, où des médiateurs se mettent à la disposition du public gratuitement et leur offrent tout ce qu'ils peuvent souhaiter. Toutes les questions sont les bienvenues. On leur présente des œuvres, on leur présente le parcours d'une exposition de façon brève, de façon adaptée également. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la signature Louvre-Lens. Prendre en compte, bien sûr, toutes les diversités, c'est... nos médiateurs, et nous avons la chance aussi d'avoir un établissement dans lequel la médiation représente un nombre conséquent de personnes, puisque nous avons 25 personnes qui travaillent au sein du service médiation, sont à l'écoute, se synchronisent avec leurs interlocuteurs, et surtout ont le souci, le soin de laisser s'exprimer nos visiteurs. Le musée est un espace d'expression, un espace dans lequel tout le monde a le droit à la parole, et c'est par l'usage de cette parole libérée, en fin de compte, que la citoyenneté se construit aussi. Favoriser l'appropriation par tous et pour tous, avec bien sûr les problématiques d'accessibilité, et puis aller à la rencontre. Ça, c'est un axe très important, parce que sur ce territoire-ci en particulier, si on ne va pas chercher les gens, il faut quand même un petit peu provoquer la rencontre. Alors pour ça, on a des outils. Les médiateurs, il ne se passe pas une semaine sans que les médiateurs aillent hors les murs, en opération, chez différents partenaires. Alors on travaille avec l'hôpital de Lens, on travaille avec les centres sociaux, on travaille vraiment avec un maillage très dense, avec des maisons de retraite, avec des EHPAD. On permet à des visiteurs qui sont loin, en EHPAD par exemple, et qui ne peuvent pas forcément se déplacer au centre hospitalier, en centre pénitentiaire, de visiter. Puisqu'on a la chance d'avoir un robot interactif qui nous permet de faire des visites à distance. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo du bas. Donc où les visiteurs peuvent eux-mêmes manipuler le robot. Ils sont accompagnés d'un médiateur qui est dans le musée et qui communique avec eux directement. Au-delà de ça, la rencontre, vous parliez de la dimension du spectacle, la rencontre, elle peut se faire également par ça, en amenant l'art. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas sortir les œuvres du musée, mais nous avons cherché à développer des formats qui mêlent la médiation et l'art. Et donc nous avons mis en place une espèce de brigade de médiation qui s'appelle les interrupteurs, et qui va à la rencontre des habitants par surprise. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être à l'université, ça peut être dans les écoles, ça peut être vraiment, avec tout le monde. Ils interviennent sans que les destinataires ne soient prévenus. Ils sont accompagnés d'artistes, ils sont accompagnés d'acteurs, ils sont accompagnés de musiciens. Et ils vont évoquer soit une œuvre, soit une exposition, soit le musée, Et à la fin de cette intervention, qui est plutôt courte, ils engagent le dialogue. Et là, après avoir créé un moment qui est un peu à part, un moment un peu suspendu, un moment un peu poétique, on établit un dialogue, on crée quelque chose, une relation humaine qui encourage ensuite à la venue au musée. Je me dépêche. Un musée avec son territoire, c'est le troisième grand axe. Nous avons le souci réel, vous l'avez déjà un peu compris, de connecter ce musée avec ce que le territoire est, ce qu'il a été. Dans le parc, dans le musée, il y a des traces de ce que ce site a été. Pour nous, c'est très important de le respecter, que le musée ne vienne pas gommer le passé du site. Et puis, nous avons le souci justement d'épouser les préoccupations de ce territoire, qui sont des préoccupations graves en termes sociaux, en termes de santé, en termes économiques, en termes de mobilité, en termes d'accès à la culture aussi, qui est particulièrement plus complexe sur ce territoire. Donc vous avez plusieurs exemples ici. Alors un très bel exemple sur la photo sur laquelle vous voyez une sculpture dans le parc. Donc il y a une statue de Françoise Petrovitch qui a été installée dans le parc l'automne dernier, et qui s'appelle Tenir, et qui a été
qui est un projet nouveau commanditaire et qui a été porté par les habitants qui ont souhaité que cette statue soit présente dans le parc. Donc nous avons reçu en fin de compte dans le parc ce témoignage des habitants. Vous avez un jeune père avec son enfant qui est en train de contempler la maquette de ce que le site était avant la fin de l'exploitation minière. Donc ça, c'est un passage un peu obligé chez nous pour toute visite, c'est aller voir la maquette de ce que le site a été avant de découvrir le reste du musée. Et puis c'est développer une vraie relation de voisinage, c'est-à-dire que au départ, quand le musée est arrivé, ça a été des années de chantier, ça a été beaucoup de problèmes pour nos voisins, qui n'ont pas forcément bien vécu l'arrivée de ce musée, qu'en plus ils estimaient ne pas être fait pour eux, qui leur a causé beaucoup de désagréments. Et pour nous, la posture a été très humble, c'est-à-dire qu'on s'est demandé aussi en quoi on pouvait leur être utile. Donc on est allé à leur rencontre. Et on a pu constater que dans le quartier, il manquait des salles pour des réunions, pour des lotos, donc loto, grande spécialité régionale. Donc là, vous avez une photo sur le PowerPoint. Le musée peut servir. Alors, on a une équipe de jardiniers qui est formidable, qui font beaucoup de médiation également aussi, parce qu'ils rencontrent très souvent les voisins. Ils leur rendent des petits services. On envisage de prêter des outils. Pour Halloween, on leur fait des ateliers masques parce que Halloween est très très vivace et donc on les aide à créer ce genre d'événement. Voilà. Donc toute l'année est ponctuée de rendez-vous qui n'ont pas toujours grand-chose de culturel en fin de compte. On va se dire les choses, mais pour nous c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est que ces gens qui ne souhaitaient pas, même pas, qui étaient en fin de compte même presque des détracteurs du musée, aujourd'hui entretiennent avec nous de vraies relations de voisinage et sont invités au vernissage et viennent au vernissage et connaissent maintenant notre politique d'exposition, connaissent les médiateurs, on se tutoie. Voilà, c'est pour nous une vraie victoire. Sur le laboratoire muséal, je passerai plus rapidement parce qu'il est un peu moins question de public, encore que, en tout cas, notre volonté, c'est aussi d'aller un peu plus à la pointe sur des recherches en termes de médiation, en termes de regard, en quoi la médiation peut changer le regard, en quoi la médiation peut changer les habitudes. Très rapidement, le musée va s'agrandir avec le pôle de conservation qui va s'implanter à Liévin, et puis de nouveaux modes de gouvernance interne qui là associe aussi le public, puisque pour l'écriture du PSC, nous avons demandé l'apport des visiteurs ou même des non-visiteurs, c'est-à-dire qu'on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient que le musée du Louvre-Lens devienne à l'échéance de 2030. Je fais très vite. Alors je vais en venir à la question de la gratuité, puisque notre espace permanent est gratuit. Il y a 2 ans, nous avons fêté les 5 ans du musée, enfin un peu moins de 2 ans. Et à cette occasion-là, donc, nous avons mené une enquête sur la réception de la gratuité, parce que c'était une question aussi qu'on se posait au bout de 5 ans. Alors, j'ai quelques chiffres à vous donner. Pour nous, la gratuité paraît essentielle et incontournable, étant donné le public auquel nous nous adressons. En termes de chiffres, le chiffre le plus éloquent, c'est que les 52% des personnes qui ont été interrogées, donc sur cet échantillon d'à peu près 1000 personnes, nous disent que la gratuité a été déclencheur de visite de la Galerie du Temps. Cette gratuité, elle fidélise. C'est-à-dire que 27% des visiteurs ont intégré le fait qu'elle était gratuite, qu'elle était durablement gratuite, et que du coup, ils pourraient revenir. Et que donc, ils déclarent qu'ils vont pouvoir revenir, et quelque part, ça les libère dans leur façon d'appréhender la visite au musée. J'y viendrai plus tard, puisque pour nous, cette gratuité, elle est en fin de compte un signe de liberté pour le visiteur. Elle élargit le public, c'est-à-dire que pour 27% des personnes interrogées, ils ne viendraient pas au musée si cette galerie était payante, si le musée était payant. Et ça toucherait encore plus les personnes issues de la région, ou bien de catégories socio-professionnelles inférieures, les familles, qui pour nous sont un public particulièrement prioritaire, les jeunes et les visiteurs les plus habituels, les plus fidèles. Donc ça veut dire que cette gratuité, elle est quand même un enjeu majeur également pour nous.
l'effet de la gratuité sur la représentation du musée est également très importante, puisque pour 80% des personnes interrogées, le musée, cette gratuité, elle concourt à l'image positive que dégage le musée. Et ce chiffre est particulièrement éloquent chez les non-visiteurs, chez les gens qui n'ont pas été interrogés dans le cadre de l'enquête au musée. Donc ce sont vraiment des données très importantes. Pour revenir à la question de la liberté, le fait que la découverte de la galerie soit gratuite, on s'est rendu compte en faisant également nos enquêtes que le passage dans la galerie du temps était plus court. Donc ça veut dire que le visiteur se permet de ne pas tout voir. Il n'y a pas l'enjeu financier de se dire j'ai payé, il faut absolument que je voie toutes les œuvres, il faut absolument que je fasse toutes les sections de l'exposition, il faut absolument que j'aille tout voir. Non, le public s'autorise d'aller voir ce qui l'intéresse, d'aller voir ce vers quoi il a un coup de cœur, d'aller voir aussi ce que lui permet la scénographie très ouverte, qui permet aussi cette grande proximité avec les œuvres. Donc pour nous, cette gratuité est vraiment un élément très fort, et nous sommes convaincus de sa pertinence, et nous sommes finalement convaincus de la qualité qu'elle offre aux visiteurs en termes de visite. Ça va ? Oui, merci. Sur les jeunes ? Oui. Est-ce que j'ai encore quelques minutes sur les jeunes ou c'est sur les jeunes, alors les 14 Ah oui. 16... Non. Non, mais Ouais, finissez. en écho, tout à Moi, je fait. ferais juste trois choses sur le pass culture, mais finissez. Alors sur les jeunes, je vais vraiment faire très vite. C'est un public très difficile, très clairement. 2 axes majeurs pour nous, et je vais le faire en 2 jours, en 2 mots, pardon. Les codes. Pour nous, la question de la culture légitime ou culture illégitime, on a pris le parti pris d'utiliser la culture des jeunes. Donc toute notre médiation repose là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, à travers des formats qui s'appellent Squat le musée, on va faire venir des tatoueurs, des artistes urbains, on va faire venir des collectionneurs de baskets, et on va utiliser la culture des jeunes pour y infuser un peu de médiation. On ne va pas chercher à y mettre des tonnes de médiation. Là, encore une fois, pour nous, ce n'est pas forcément l'enjeu. Mais cet exemple, par exemple, du sport, du squat, etc., c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet aux jeunes de venir d'une façon complètement décomplexée dans un espace qui, en fin de compte, leur devient complètement naturel. Le deuxième axe, au-delà de la question pédagogique et scolaire, c'est de se poser la question de savoir en quoi, quand on est un jeune du territoire du bassin minier et qu'on a beaucoup plus de préoccupations qui sont que d'aller au musée, que de se rendre dans un endroit culturel, en quoi le musée peut devenir un outil qui puisse servir dans le parcours de ces jeunes. En quoi le musée peut les aider dans leur parcours scolaire, professionnel, en quoi il peut leur apporter des compétences. Et ça, c'est l'axe partenarial qui devient un axe majeur de notre action en médiation, avec Pôle emploi, avec des lycées professionnels, avec les écoles de la deuxième chance. Voilà, dans lesquels on monte des projets où, en fin de compte, la partie culturelle est presque accessoire, je dirais, puisque nous allons surtout chercher à servir les objectifs de nos partenaires en termes de gain de compétences, en termes de prise d'autonomie, de valorisation des jeunes, de mobilité, en utilisant le musée et ses ressources au service de nos partenaires. Voilà, je terminerai là-dessus. Voilà. Ça fait bien écho avec l'intervention de Oui, je vais faire vraiment très rapidement. Moi, je suis en charge de l'éducation artistique et culturelle. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'enquête à l'écoute des visiteurs, ce qu'on a remarqué, on a une sociologue qui avait travaillé avec nous, Maëlys Nouvelon, qui avait remarqué que dans le niveau de familiarité forte à très forte dans les musées, entre la classe populaire et les classes supérieures, chez les 18-30 ans, il y a un écart de 17 points, alors que chez les plus de 60 ans, il y a un écart de 23 points. Donc ça veut dire que les plus jeunes sont quand même de plus en plus familiers des musées, et donc on arrive, ça veut dire que les politiques de démocratisation culturelle
fonctionne un peu. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors, il y a, comme on le voit dans les musées territoriaux, dans tous les musées et même dans plein d'autres supports patrimoniaux, il y a des politiques de démocratisation culturelle. Nous, au ministère de la Culture et à la Direction générale des patrimoines, on en a deux particulièrement que nous menons. Ce sont deux dispositifs qui s'appellent la classe l'œuvre, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a pour but en fait de faire venir... alors, je fais juste lancer le diaporama pour que je sois sur la bonne... Voilà. Donc, l'idée, c'est que... non, bon, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est parti. L'idée, c'est qu'on a des jeunes qui sont à l'année dans le musée. Ils viennent plusieurs fois, ils construisent avec l'équipe muséale une médiation qu'ils proposent lors de la nuit des musées et ils en font une restitution aux parents. Et comme la plupart des parents, si vous avez des enfants, ils vont voir leurs enfants quoi qu'il arrive et donc ils entrent dans le musée même s'ils n'y sont jamais allés pour aller les voir, faire un spectacle de danse, un cours de théâtre, une médiation orale. Donc ça fonctionne très bien, c'est 16 000 enfants par an, c'est 368 musées cette année et donc on est sur 16 000 élèves qui sont touchés. On a un autre dispositif qui s'appelle C'est mon patrimoine. Là, c'est pendant les vacances scolaires, c'est 40 000 jeunes par an. Et là, de la même manière, c'est une fréquentation très ludique. Je crois qu'on voit... ça va être des constructions de maquettes. Il y a même eu au MUSEM un atelier mobilette. Enfin, vous voyez, des trucs vraiment très, très ludiques qui permettent d'entrer de manière effectivement beaucoup plus tranquillement dans une culture légitime. Alors, je voulais vous présenter ces dispositifs-là. Il y a plein d'autres choses puisqu'il y a l'objectif avec le gouvernement actuel d'arriver à 100% des élèves touchés par un parcours d'éducation artistique et culturelle. Ça veut dire qu'ils font de la pratique, ils acquièrent du savoir et ils font une rencontre d'œuvres ou d'artistes dans l'année. C'est ce qu'on appelle un parcours. Et donc 100% des élèves doivent aujourd'hui être touchés par un parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc on espère que la démocratisation sera encore plus forte. Alors, j'avais dit que je ferais un tout petit focus sur le Pass Culture. Alors, le Pass Culture, vous en avez certainement entendu parler. Alors, certes, c'est 500 € sur une application, mais ce n'est pas que ça. C'est la multiplication d'offres qui sont faites en sorte que si vous adorez le cinéma, on vous push un peu plus du théâtre et de l'opéra. Si vous adorez l'opéra, bon, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais on vous fait découvrir de la BD et des jeux vidéo. Donc, ça permet cet aléatoire de faire vivre une proposition et une programmation pour les jeunes de 18 ans. Alors, certes, il y a ce fameux 500 €. J'ai pris la Seine-Saint-Denis, vous allez me dire c'est très cliché, culture populaire, etc. Mais malgré tout, c'est intéressant parce qu'on a les premiers chiffres de l'expérimentation qui sont tombés là il n'y a pas longtemps. Et je voulais vous en parler. Aujourd'hui, sur les 12 000 inscrits, niveau des 9 territoires concernés, 51% ont activé leur pass, c'est-à-dire qu'ils ont un compte. En Seine-Saint-Denis, on est à 46%. Donc, il y avait 3500 personnes éligibles en Seine-Saint-Denis. Il y en a seulement 1500 qui ont activé leur pass, 43%. Donc, il y a quand même 6 points par rapport aux autres testeurs volontaires. Et ce sont tous des jeunes volontaires. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Après, sur les offres qui ont été choisies avec ce pass. En Seine-Saint-Denis, la 5e offre est une offre patrimoniale. Seuls 5% des offres en Seine-Saint-Denis sont des offres patrimoniales. Après, donc 5e offre, c'est le Tokyo Pass. Donc on est sur de l'art contemporain, dans un lieu qui est pas vraiment musée, c'est plutôt un lieu d'expérimentation, le Palais de Tokyo. Et les autres offres, je vous le dis parce que c'est assez intéressant, 10 heures pour la première, Canal+, Roméo Elvis, bon, moi j'avoue j'ai dû googliser, je ne savais pas qui c'était, qui est donc un rappeur, et un documentaire qui a été acheté, très régulièrement, c'est Les idées claires, et ça c'est très intéressant, c'est un documentaire sur comment lutter contre les infox, je ne sais même plus le mot en anglais,
Les fake news. Non, parce qu'on travaille juste à côté de la délégation de la langue française, donc on est très 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 vigilant sur l'utilisation des termes. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et j'avais voilà, ça, alors c'est pas très très visible. Il y a à peu près 70 € en moyenne qui ont été engagés sur les 8 premiers mois pour 4 achats. Donc c'est pas tant les offres, je dirais payantes qui ont remporté le plus d'intérêt. Et il y a 3 choses qui sont assez intéressantes à Saint-Denis. Il y a eu un énorme bond pour un escape game au musée d'histoire de Saint-Denis. Il y a eu plus de 50 personnes qui se sont inscrites. Et puis au musée d'Orsay, ça c'est très drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça très drôle. C'est la possibilité, l'offre, c'était venez visiter le musée. Bon, le musée d'Orsay jusqu'à moins de 26 ans, c'est gratuit. Eh bien, ils ont eu un taux de réservation énorme. Enfin, énorme. Il y a eu quand même 40 personnes, alors que c'était juste venir visiter le musée sans médiation spécifique. Simplement, l'offre était mieux packagée, hein, je crois qu'il faut le dire. Et donc, ça a créé une sorte d'engouement, alors que depuis 2012, je crois, jusqu'à moins de 26 ans, on peut venir gratuitement dans tous les musées nationaux. Donc ça, c'est assez intéressant à analyser. Et puis, pour terminer en 1 seconde, je voulais finir avec cette histoire de culture légitime et de culture jeune. Il y a Bernard Lahire, dont on a parlé tout à l'heure, qui parle d'assouplissement de la culture légitime, c'est-à-dire comment aujourd'hui on entre aussi dans une sphère de démocratie culturelle, c'est-à-dire comment faire venir la culture de tous dans la légitimité pour arriver à une meilleure démocratisation culturelle. Et là, je voulais vous citer 2-3 petites choses. Donc là, j'ai mis les photos. Bon, ça, c'était... Voilà, les photos. Vous voyez, par exemple, ça, c'est au Quai Branly, mais il y a aussi au musée Guimet les Guimet Mix, où il y a des DJ sets avec des cocktails, etc. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, malgré tout, même si c'est un certain assouplissement de la culture légitime et d'aller vers la démocratie culturelle, eh bien, malgré tout, on les fait rentrer dans un lieu très légitime qui est le musée. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les institutions ont compris les codes et multiplient ce genre de choses dans tout type d'institutions, que ce soit les petites et les grandes. J'ai pas mais là, ça, c'est la dernière invitation du musée Saint-Raymond à Toulouse, qui est un musée archéologique dont l'expo s'appelle Age of Classics. Donc là, ils ont vraiment tout remixé à la sauce super-héros. Et puis, je vois Ludovic Raffaelli, mais je vais quand même en dire un mot. Il y a les junior classes de l'école du Louvre qui ont intitulé leur petit flyer, c'est « Mars n'est pas seulement une planète ou un chanteur, Saint-Lazare, une gare ou un quartier, Marianne, un magazine ou une chanson, et qui sont les super-héros actuels si ce n'est les avatars de nombreuses mythologies et sagas légendaires ». Donc en fait, l'école du Louvre propose des junior classes pour les personnes qui ne sont pas étudiants à l'école du Louvre, et ça est présenté un peu comme, eh bien oui, on sait que pour vous, Marianne, c'est un magazine, et on sait que pour vous, Mars, c'est Bruno Mars, le chanteur, mais on va vous présenter autre chose, et venez entrer dans cette culture légitime. Voilà. Merci Virginie. Une question, mais sinon vous continuez les échanges à l'extérieur. Sous la pluie. Ne pleut pas.